Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, je sais, c'est une casquette et collector puisque cette fameuse chaîne de restaurants aujourd'hui, je crois, n'existe plus. Elle a fini par faire faillite et plus particulièrement le restaurant parisien, lui aussi, a disparu. Donc voilà, petite collection. On va aller très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses. J'espère déjà que vous re-souhaitez un joyeux Noël avec un peu de retard, même si je l'ai déjà fait sur une précédente vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, même si évidemment nous sommes dans des conditions et dans un contexte assez particulier, et ce n'est pas terminé puisque cette semaine nous allons fêter le jour de l'an, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs parce que beaucoup de gens peut-être espèrent que finalement 2021 sera meilleur que 2020, alors que finalement ce n'est qu'un changement de cycle, mais qu'en matière de perception temporelle, on va dire, on est dans une continuité de choses que malgré les festivités, malgré les spécificités que nous avons appliquées à cette période, parce que c'est une période évidemment de fin de cycle, de fin de rotation de notre planète autour du Soleil de par son évolution déterminée en tant que telle, même si finalement quand même le solstice d'hiver ne correspond pas au 31 décembre, mais voilà, bon, après on ne va pas revenir sur la question. Alors on va très très vite passer à une information dont vous avez entendu parler, et dont d'ailleurs j'ai pas voulu trop mettre d'informations sur le blog, etc. Même si j'ai plutôt été sur Twitter parce que c'était un événement. Je veux parler de ce qui s'est passé à Nashville, au Tennessee, c'est-à-dire cette fameuse bombe qui a explosé en plein centre-ville de Nashville. Alors aujourd'hui, on a identifié le human bomb, comme on pourrait dire, mais quand on regarde maintenant, parce que cette explosion a eu lieu le 25 décembre, donc le jour de Noël, je vais essayer de vous donner un petit peu le suivi des événements pour que vous compreniez bien ce qu'il y a d'assez étrange dans cette affaire. Donc nous sommes le 25 décembre, il est 5h30 du matin, il se trouve que des personnes qui habitent en centre-ville de Nashville appellent la police puisqu'ils ont entendu des coups de feu. Donc la police se déplace, constate rien de particulier, sauf un véhicule, un camping-car qui est stationné dans cette rue, ce qui n'est pas courant, parce qu'en règle générale, les véhicules qui sont stationnés sont des véhicules qui appartiennent soit à des gens qui sont résidents du coin, mais un camping-car, c'est pas franchement le lieu, donc curieux, interpellés, ils s'approchent, et au moment où ils s'approchent, ils entendent une voix venant de l'intérieur du véhicule qui leur dit attention, qu'une bombe va exploser dans 15 minutes. 15 minutes, c'est-à-dire que là, les flics vont commencer à, évidemment, alerter leur QG, vont commencer à faire une évacuation. Alors, par chance, ça s'est produit très très tôt le matin, donc il n'y avait absolument personne dans la rue. Ils ont quand même essayé d'alerter des résidents proches, de s'écarter des fenêtres et de éventuellement se mettre en sécurité. Enfin, ils ont quand même eu le temps de sécuriser au mieux la zone, et la bombe a fini par exploser. Alors il y a 3 blessés, dont un qui était blessé grave. Donc cette bombe, en fait, a très peu fait de victimes, fort heureusement. Constat, une bombe. Une bombe, alors au départ, certains médias disaient que les autorités étaient plutôt sur une bombe, enfin une explosion, on va dire, qui était intentionnelle, ou qui n'avait pas un caractère particulier d'être provoqué. Sauf que certains témoins qui étaient présents sur les lieux ont quand même relaté le fait qu'il y a eu des coups de feu, le fait que les flics se sont déplacés, etc. Donc au bout d'un moment, on a quand même su qu'en effet, là, il s'agissait bien d'une bombe et qu'il s'agissait bien d'un acte prémédité. Alors, étrangeté de la situation, c'est pourquoi faire sauter une bombe en plein milieu d'un centre-ville, surtout de Nashville, qui n'a rien de particulier en soi, si ce n'est que l'emplacement où la bombe a explosé se trouve en face d'un bâtiment qui se trouve être le bâtiment de AT&T. AT&T, c'est l'opérateur historique de télécommunications aux États-Unis, et c'est surtout dans ce bâtiment aussi un bâtiment technique, c'est-à-dire que c'est un bâtiment, alors je ne sais plus comment on pourrait appeler ça, c'est pas un terme de collecteur et de diffuseur, c'est-à-dire que c'est un centre en fait de
de renforcement de puissance et de système de communication. Mais sincèrement, à part vouloir faire sauter le bâtiment pour couper l'Internet localement, etc., ce qui a été le cas puisque les lignes de téléphone et Internet ont été coupées, puisque le bâtiment a été secoué et tout s'est mis en sécurité, donc le temps de remettre évidemment tous les systèmes en route. Et il s'est trouvé qu'après plusieurs heures, on a eu l'information que des restes humains ont été retrouvés. Donc évidemment, la scientifique s'est mise sur le coup. On a entendu, on a évidemment eu beaucoup de spéculations là-dessus. Et il y a une information qui a circulé. Alors, je le répète, j'ai essayé de vérifier cette information, je n'ai absolument rien trouvé. Et pour cause, peut-être que ce n'est pas une information qui a subi un intérêt particulier de la part de certaines presses, etc. Mais cette information, si elle s'avère être vraie, c'est-à-dire si elle est vérifiée, pourrait en effet expliquer au moins quelque chose, pourrait au moins élaborer une théorie. C'est-à-dire que dans ce bâtiment d'AT&T, eh bien, auraient été stockées des fameuses machines à voter électronique, plus particulièrement des machines du modèle Dominion. Dominion qui est actuellement sous le coup d'une enquête pour fraude, et ces machines devaient être stockées pour être analysées dans le cadre d'une enquête technico-criminelle, de telle manière à essayer d'établir si ces machines ont fait leur office de façon correcte et de façon légale, ou si au contraire ces machines pourraient révéler quelques petites défections, défauts, problèmes ou bugs qui pourraient expliquer que finalement peut-être ces machines qui ont été utilisées pendant l'élection présidentielle, eh bien, pourrait expliquer peut-être encore un problème, comme il y en a déjà eu d'ailleurs dans le passé. Il faut savoir que certaines entreprises qui fabriquent et gèrent des machines électroniques à voter ont été soumises à certaines condamnations parce que leurs machines n'étaient pas totalement fiables et qu'il y avait eu des constats de problèmes de fraude. Pas fraude, mais de bugs qu'on pourrait éventuellement qualifier d'être intentionnels pour faire de la fraude, mais malheureusement, techniquement, il est très difficile de prouver si ces machines ont été modifiées ou si au contraire, elles ont été victimes d'un bug informatique, comme en général, on aime souvent l'argumenter pour expliquer l'incapacité de pouvoir exercer une procédure à cause d'un bug informatique. Et donc l'enquête a continué son cours et on a enfin pu avoir une identification. L'auteur de cet acte qui s'est fait sauter avec sa bombe s'appelle Anthony Quinn Warner, plus connu nom usuel Anthony Warner, et donc ce monsieur, eh bien, tout simplement, s'est fait sauter avec sa bombe ce fameux 25 décembre. Et aux dernières informations, il y aurait une jeune femme de 29 ans en Californie qui aurait reçu une lettre de ce monsieur, et ce monsieur lui léguerait 2 maisons, apparemment, dont il était propriétaire. Alors, il se pourrait, il semblerait, quand cet homme ait connu la mère de cette jeune fille, de là en tirer le lien que peut-être il considère que cette jeune fille est peut-être sa fille et qu'il lui a légué ses biens. Pour l'instant, on n'a absolument aucune information, ce ne sont que des spéculations médiatiques, comme d'ailleurs en règle générale les médias américains aiment les faire. Mais, voilà en gros un petit peu la situation. Mais là où je dis que les choses sont assez mystérieuses, le premier élément très intéressant, c'est que lorsque les médias ont commencé à parler de cette explosion, évidemment, certaines autorités ont fait par précaution de ne rien donner et de dire il semblerait que c'est une explosion accidentelle. Donc on était parti sur une explosion accidentelle. Sauf que quand des éléments ont commencé à confirmer qu'il s'agissait bien d'un acte volontaire, ce qui est assez étrange, c'est qu'en règle générale, lorsqu'il y a un acte volontaire de ce type-là, beaucoup de médias parlent d'attentat. Or là, aucun média n'a utilisé le mot attentat. Déjà assez bizarre. Autre fait bizarre, c'est qu'à l'heure actuelle, on a identifié le Human Bomb. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a absolument aucune information, on n'a aucun mobile. Pourquoi il s'est fait exploser à cet endroit? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur ce personnage, sur ce monsieur, on y a trouvé peut-être apparemment, je dirais, une conviction sur la présence d'extraterrestres, etc. Donc
Peut-être que certainement, on va dire que ce monsieur était un petit peu allumé ou psychologiquement assez instable, des trucs comme ça, mais pour l'instant, on n'a pas de précision. Donc on est complètement dans le flou, c'est-à-dire un individu qui se fait exploser devant le bâtiment de AT&T. Voilà. Autre problème, c'est que, en règle générale, les médias, ou tout le moins les autorités, essaient de communiquer au fur et à mesure de leurs enquêtes un certain nombre d'éléments. Or, à l'heure actuelle, eh bien, on n'a absolument aucune idée de l'explosif qu'il a utilisé. Et là où ça devient intéressant, c'est que vu, je dirais, vu la puissance de l'explosion, très sincèrement, là, c'est pas une bombe qui a été faite par des amateurs. Hein, je veux dire, même si ce monsieur s'est improvisé devenir human bomb, je veux dire, là, il aurait, soi-disant, pu consulter sur Internet des tas de plans, etc., et réussir à trouver les produits pour faire une explosion de cette ampleur. Donc, pour l'instant, on est dans le flou total. C'est-à-dire, on a un type qui s'est fait sauter avec une bombe de très forte puissance devant l'immeuble de l'AT&T. Pourquoi? On ne sait pas. Alors certains disent oui, mais il ne faut pas spéculer, etc. On va avoir des informations, etc. Oui, on va avoir des informations. Le seul problème, c'est que je rappelle qu'il y a eu certaines affaires par le passé où là, on disait la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enquêtes, etc. Sauf que le problème, c'est que les enquêtes, au fur et à mesure, ont donné des informations qui étaient très approximatives et qui ne tenaient pas debout. Je rappelle ce qui s'est passé avec le tireur de Las Vegas. Souvenez-vous, ce monsieur qui a tiré depuis sa chambre d'hôtel, du Mandalay Hotel, sur l'esplanade où avait lieu un concert de rock. Aujourd'hui, quand vous voyez les rapports, quand vous voyez ce qui est dit, en conclusion d'enquête, ça ne tient pas debout. C'est-à-dire que le profil psychologique de l'individu ne correspond pas du tout à l'explication qu'on a donnée de son geste. Bon, et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on a l'impression que ce monsieur, qui pourtant apparemment n'a absolument pas du tout connu des services de police, qui n'a absolument aucun antécédent judiciaire, qui peut-être qu'il était un petit peu allumé, etc. Mais bon, ceci dit, aux États-Unis, des allumés, il y en a un sacré paquet. Donc si tous les allumés deviennent dangereux au point de se faire sauter devant un immeuble parce que il a reçu une facture de $1200 de la part d'AT&T, il y a un moment donné où non, là, faut être un petit peu cohérent. Donc j'essaierai de suivre un petit peu cette affaire parce que y a quelque chose qui est assez bizarre, et je vous rappelle cette rumeur de ces fameuses machines à voter dont je n'ai pas trouvé de traces sur Internet. Spéculation, fake news, ou théorie du complot, oui, là, évidemment, la porte est ouverte à toutes les thèses. Le fait est, c'est que pour l'instant, on ne peut qu'attendre, les informations divulguées par les autorités. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que les autorités sont tout aussi dans le flou, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé aux médias que pour l'instant, les motivations de ce monsieur peuvent être de n'importe quel ordre. C'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucun indice. Qu'est-ce qui aurait bien pu motiver ce monsieur? Qu'est-ce qui aurait bien donné la motivation à ce monsieur de se faire sauter devant l'immeuble AT&T? Affaire à suivre, parce que je pense qu'il y a toujours une raison. Je veux dire, et là, ça se trouve, peut-être qu'on va s'orienter encore une fois de plus vers une enquête longue qui va finir par être complètement oubliée et faire oublier que peut-être il y a anguille sous roche concernant cette affaire. Petit retour également sur la situation au niveau des vaccinations. Alors, évidemment, le sujet est extrêmement sensible. On voit beaucoup de choses circuler sur Internet.
Mais ce qui est assez particulier et sur lequel il faut que vous fassiez très attention, c'est l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des interprétations de ce qui est de fait. Le seul problème, c'est que malheureusement, ça sert les intérêts de certaines personnes à parfois donner des informations tout en oubliant de compléter leur analyse, tout en oubliant ou omettant de donner des éléments aussi de réflexion concernant la situation actuelle. Je rappelle, aujourd'hui vous avez la Grande-Bretagne qui a commencé sa campagne de vaccination depuis le 8 décembre. Nous avons également aux États-Unis un certain nombre d'États qui ont également lancé leur campagne de vaccination. Les vaccins concernés sont d'abord le Pfizer-BioNTech qui a été utilisé en Grande-Bretagne, aux États-Unis également. Je crois que l'Allemagne a commencé. La France a commencé également la vaccination depuis dimanche, donc depuis hier, et le vaccin Moderna va également suivre le mouvement en ce qui concerne les États-Unis. Concernant le Pfizer, BioNTech et le Moderna, les rapports d'essais cliniques ont été publiés, ont été confirmés par des revues scientifiques, mais je rappelle, l'un des premiers problèmes qui se posent aujourd'hui avec ces vaccins, c'est que ces vaccins n'ont pas été vérifiés, n'ont pas été testés par des organismes publics ou indépendants pour servir un rapport aux services de santé nationaux pour confirmer que les essais cliniques effectués par ces laboratoires sont bien vrais, sont bien authentiques, ont bien été respectés, etc. Aujourd'hui, ce ne sont que des organismes de santé qui se reposent sur les validations qui ont été faites par des experts auprès d'organismes, de sites et de presse scientifiques, de publications, telles que le Lancet, par exemple. Sauf le problème, on a déjà un arriéré avec le Lancet qui avait fait exactement la même chose avec le Remdesivir, ce fameux Remdesivir qui était soutenu comme étant un produit très intéressant, mais lorsque des experts indépendants de la revue du Lancet ont commencé à mettre le doigt très rapidement sur des problèmes de structure, des problèmes d'essais, de chiffres, de sélection, de panels, etc. Bon, après, on a vu ce que ça donnait, puisque presque moins d'une semaine, ou un petit peu plus d'une semaine après, le Lancet a retiré la publication, ce qui a jeté complètement l'opprobre sur cette revue, pourtant réputée dans les milieux médicaux internationaux, et a soulevé évidemment toute la suspicion aujourd'hui de la population de beaucoup de pays, de se dire finalement on ne peut pas avoir confiance envers cet organisme. De fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, évidemment, nous sommes évidemment des êtres humains et que quand on est un tant soit peu bien cultivé, bien éduqué et qu'on a de la curiosité et du bon sens, et à un moment donné, on se dit que finalement, ce qu'on croyait être quand même des organismes qui fonctionnaient avec une certaine éthique et qui plus est dans le milieu de la santé, on espère que ces organismes ne sont pas sujets, même si ça existe, on le sait depuis très longtemps, à des intérêts de capitaux, à des intérêts financiers. Cette suspicion aujourd'hui, elle est en train tout simplement de commencer à pousser les curiosités et de voir des organismes pourtant qu'on considérait comme des fondamentaux, devenir eux aussi sous le coup de suspicion, sous le coup de doute, de remise en question. L'ordre des médecins, le fameux conseil de l'ordre des médecins en France aujourd'hui, est dans le collimateur. Ces actions contre le professeur Raoult, contre le professeur Perron, et puis je crois 7 ou 8 autres médecins et professeurs qui ont été à contre-courant, à contre-vent, je dirais, de la politique officielle, on va dire, de la communication officielle, a soulevé le voile sur le fait que ce fameux Conseil de l'ordre que l'on croyait être quand même une institution honorable, s'avère finalement être une institution pas très bien gérée, avec beaucoup de flou, avec beaucoup de problèmes internes de gestion et d'organisation, voire même de prise illégale d'intérêt. C'est la Cour des comptes qui à plusieurs reprises a épinglé le Conseil de l'ordre des médecins comme étant une sorte d'organisation presque mafieuse. Donc alors, évidemment, là aujourd'hui, on est en train de se poser la question, mais finalement,
en quoi, en qui on peut avoir confiance? Qu'est-ce qui fonctionne encore avec éthique et avec, je dirais, intérêt collectif selon des fondamentaux que l'on espère par rapport à des organismes que l'on croyait être, que l'on croyait avoir été créés justement pour mettre en place, je dirais, des organigrammes de structures, d'analystes, de sages finalement pour essayer de réguler un petit peu la situation dans beaucoup de sujets, eh bien on se rend compte que tous ces organismes-là sont en train de tomber en lambeaux dans leur réputation, dans leur qualité et dans leur véracité à nous fournir de l'assurance, de la sécurité dans la façon dont les choses sont gérées. Et donc, concernant la vaccination, eh bien, aujourd'hui, on est en effet dans cette expectation de se dire, mais faut-il avoir confiance envers le vaccin? C'est la question fondamentale. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que ce vaccin est efficace? Alors déjà, premièrement, grosse responsabilité des médias, grosse responsabilité aussi de l'État, de ne pas être transparent finalement avec la question. C'est un vaccin, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, ce n'est pas une solution miracle, c'est un procédé qui veut permettre de protéger les individus, de protéger contre le Covid, et que malheureusement, ce genre de produit, normalement, est soumis à des protocoles de développement que l'on n'a pas respectés parce que, évidemment, on est dans une situation pandémique. Donc, au lieu de développer le produit en faisant de multiples tests avec des échantillons très larges, avec des gens qui ont des pathologies, je dirais, référencées de façon optimale. Et ensuite, quand on fait les résultats d'essai, que ces résultats d'essai sont ensuite présentés à des organismes de surveillance, des organismes de contrôle de santé publique, qui eux-mêmes vont vérifier, alors soit refaire des essais, soit faire des consultations auprès d'organismes ou d'experts, etc. Tout ça, ça met du temps. En règle générale, pour développer un vaccin, eh bien, il faut compter minimum 1 an et demi à 2 ans, voire pour certains 10 ans. Pour vous dire, là on vous pond des vaccins qui ont été mis au point en 6 ou 9 mois. On a des éléments aujourd'hui qui sont des éléments officiels, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont fournis dans des rapports de la part des laboratoires, donc ce sont les laboratoires eux-mêmes qui admettent, qui disent bien, c'est-à-dire que là, évidemment, il y a une protection juridique derrière de dire les choses telles qu'elles sont. Sauf qu'évidemment, beaucoup de médias n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé, par exemple, Pfizer-BioNTech a admis avoir commencé des tests humains avant d'avoir leurs résultats sur les tests animaux. BioNTech a admis que leur vaccin n'a pas été testé sur des possibles conséquences cancérigène, par exemple, ou d'une autre maladie dont je ne me souviens toujours pas le nom. Donc voilà, on est en fait dans une situation où les organismes de santé, les autorités, en fait, sont en face d'une situation d'urgence dans laquelle ils vont prendre la responsabilité d'assumer l'effet bénéfice-risque. Bénéfice, c'est-à-dire réussir à soigner, ou tout du moins à protéger la planète contre le coronavirus, mais au détriment de quoi? Au détriment d'un certain nombre d'individus qui vont peut-être avoir des séquelles, voire même des séquelles permanentes. Alors, évidemment, actuellement sur Internet, c'est la chasse. C'est la chasse à tous les cas de dérapage. On a eu le cas en Grande-Bretagne de 2 soignants qui ont fait un malaise, mais qui ont fait un malaise tout simplement parce qu'ils étaient allergiques. Et en effet, dès le début, on a bien précisé que le Pfizer-BioNTech n'était pas préconisé à des personnes qui avaient des allergies. Sauf que le problème, c'est quelle allergie? De quelle allergie on parle? Parce que des allergies, il y en a des centaines et des centaines. Donc, pour l'instant, eh bien, en fait, on se rend compte qu'ils sont en fait dans l'exploration de quel type d'allergie provoque des problèmes, voire même des chocs anaphylactiques à quelques instants ou quelques minutes, voire quelques heures après l'injection. Et récemment, aux États-Unis, on a un médecin qui s'est fait vacciner et quelques instants plus tard s'est trouvé très très mal. Mais comme il est médecin, il a réussi en fait à diagnostiquer ce problème et il s'est rendu compte que lui-même avait une allergie, il était allergique aux crustacés. Et
Donc aujourd'hui, on sait que les gens qui sont allergiques aux crustacés, vaut mieux éviter de vous faire vacciner. Sauf que là, voilà, on est aujourd'hui dans une situation de flou total. C'est-à-dire que concernant des gens qui ont des allergies, eh bien, on dit tout simplement, quand vous allez vous faire vacciner, prévenez les personnels de santé qui vont vous faire vacciner que vous avez une allergie. Aujourd'hui, en effet, ils ont un suivi, surtout aux États-Unis, il y a un site spécial qui a été ouvert à toute personne vaccinée pour rendre compte de leurs effets secondaires, comparativement à leur dossier médical qui déclare qu'ils ont telle ou telle allergie. Donc on est en train en ce moment de peaufiner quelles sont les allergies les plus sensibles, les plus à risque. Mais encore une fois, finalement, on est en train tout simplement de tester, de voir et de lister un petit peu les problèmes que peuvent aujourd'hui susciter ces vaccins, en temps réel finalement. Donc, si vous avez des allergies, alors vous pouvez vous faire vacciner, alors surtout Pfizer-BioNTech, aujourd'hui, il préconise en effet que vous pouvez vous faire vacciner si vous avez des allergies, mais de préférence, faites-le dans des lieux où les médecins peuvent éventuellement intervenir rapidement si jamais il se passe quelque chose, si jamais vous faites un choc anaphylactique. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le CDC et la FDA américaine a préconisé désormais que tous les centres de vaccination devaient être équipés de matériel avec présence obligatoire d'un médecin. Donc c'est des seringues, évidemment, c'est des seringues d'épinéphrine, ce qu'on appelle je me souviens plus en France, le produit, le nom du produit, enfin bref, ça me reviendra. Et le gouvernement français, l'État français, a émis évidemment une note pour prévenir les services de santé de se munir de ce type de produit, au cas où, parce que c'est la conséquence la plus reconnue, on dirait, des effets concernant le virus. Et il semblerait que le vaccin Moderna ait à peu près les mêmes problèmes vis-à-vis des personnes qui ont des allergies, entre autres personnes qui ont aussi des antécédents médicaux qui ont été listés. Si j'arrive à retrouver le document, je vous le mettrai ici, pour toutes les personnes qui sont sujettes à des problèmes. Alors évidemment, problèmes cardiaques, problèmes diabétiques, problèmes pulmonaires, antécédents de maladies pulmonaires, etc. Donc voilà, on est dans cette prospective aujourd'hui de vaccins, tout simplement, qui n'ont pas suivi les protocoles normaux. Alors qui plus est, en plus de ça, les polémiques concernant le fait que c'est des vaccins ARN, que c'est des vaccins donc de modification, pas de modification, mais d'action sur les génomes et sur les cellules. D'une manière générale, on peut dire que la technique est au point, sauf que le problème, c'est que les gens qui vous disent que la technique est sans risque, à proprement dit, elle est sans risque sur le papier. Parce qu'en effet, sur le papier, on va vous expliquer, par exemple, j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui expliquait le processus, sauf que, évidemment, tout le monde disait « Ah bah oui, c'est génial » et tout. Ouais, sauf que le mec, il expliquait en fait les faits théoriques. Mais en pratique, vous savez, c'est comme quand on vous vante les qualités d'une voiture, qu'on vous dit la voiture elle est géniale, c'est super, achetez-la, et que vous l'achetez, sauf que vous allez tomber sur la voiture sur 1000 qui va être pourrie, qui va avoir des problèmes techniques, qui va avoir des défauts ou des trucs comme ça. Et bien, dans le genre humain, c'est pareil. C'est-à-dire que sur 1000 personnes vaccinées, eh bien, vous allez avoir obligatoirement 1, 2 ou 10 personnes avec qui il va y avoir un problème. À l'heure actuelle, sur les proportions, par exemple aux États-Unis, de gens qui ont été vaccinés, on a un pourcentage de 2,5% de gens qui sont actuellement confrontés à un problème d'effets secondaires indésirables durables. Alors durable, ça veut tout dire, c'est-à-dire durable dans le temps, permanent, pas permanent, etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a le tableau qui a été publié par le CDC sur 112 000 personnes qui ont été vaccinées. Il y en a à peu près 3150, je crois, qui aujourd'hui se plaignent de problèmes, alors des douleurs, des sentiments de fatigue permanente, etc. et qui aujourd'hui sont un petit peu en situation incapacitante
pour pouvoir travailler, mais on n'a pas d'information si c'est des effets secondaires permanents ou si c'est des effets secondaires à court terme. Donc voilà, il y a forcément des conséquences, et il va y avoir forcément des conséquences, puisque là pour l'instant on est sur quelques semaines seulement de vaccination en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, en France également, où ça va commencer. Alors évidemment, une des raisons pour lesquelles on est en droit d'être assez suspicieux, je dirais, sur les vaccins, c'est tout simplement le fait qu'on a joué la carte de vacciner les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les personnes âgées. Et c'est là qu'on revient un petit peu au petit problème, souvenez-vous de ce que disait Laurent Alexandre, c'est que vacciner les personnes les plus âgées dans les EHPAD, etc., c'est minimiser le risque de vacciner des gens qui, finalement, ont un facteur, je dirais, de vie ou enfin, en gros, je ne me souviens plus de l'expression qu'il avait utilisée, mais en gros, c'est que voilà, on va vacciner les gens qui ont déjà bien vécu, en gros. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont du vécu résiduel, un résiduel de vie, c'est-à-dire qu'il leur reste peut-être 10 ou 15 ans à vivre, donc voilà, ils ont bien vécu leur vie, donc bah, finalement on va les vacciner, puis on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer, tant sur le plan de l'âge, de la condition physique, de la condition de santé, et éventuellement des pathologies particulières aux personnes âgées, pour voir comment ces personnes âgées finalement réagissent à ce vaccin. Donc voilà, oui, quand on dit que les personnes âgées finalement vont servir de cobayes, ben oui, vont servir de cobayes. Alors, il n'y a pas que les personnes âgées, les personnels soignants aussi sont prioritaires, si ce n'est qu'en Grande-Bretagne, il y a quand même une forte proportion de personnels de santé qui ont refusé de se faire vacciner, parce que justement, ils estiment qu'il n'y a pas de recul suffisant par rapport à ce vaccin, et qu'on est en train tout simplement de lancer des campagnes de vaccination avec un vaccin qu'on a testé sur de très faibles périodes, sur des pathologies qui ne sont pas représentatives des risques que peut avoir potentiellement ce vaccin. Mais voilà, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence d'une pandémie, et qui plus est, avec l'arrivée du Covid-21. Oui, je l'appelle Covid-21 parce qu'il va devenir Covid-21. Cette nouvelle souche née en Grande-Bretagne, qui apparemment serait une souche, sous-souche d'une autre souche qui proviendrait d'Afrique du Sud. Et on a constaté des cas aux Pays-Bas, en Australie, je crois en Allemagne, ils en ont trouvé, et en France, ça y est, en France, on a notre cas. Donc vous voyez, ma dernière vidéo, je vous le disais que de toute façon, ne soyons pas dupes, à partir du moment où vous avez une nouvelle souche, le temps que le système de santé, les études, les analyses, les experts analysent la nouvelle société, le problème c'est qu'il y a des gens qui se sont contaminés, il y a des gens qui ont circulé un peu à droite à gauche. Qui plus est, en plus, avec petite anecdote, vous avez des Britanniques qui sont allés skier en Suisse. Alors apparemment, il y en a 200, il y en a 2 également en Haute-Savoie, sauf que les 200 Britanniques, suite évidemment à la découverte de cette nouvelle souche, ont été mis en quarantaine. Sauf que le problème, c'est que les autorités suisses n'avaient pas les moyens de les surveiller, et ils se sont carapatés. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a 200 Britanniques aujourd'hui qui normalement étaient censés être en quarantaine en Suisse, qui, on ne sait pas où ils sont partis dans la nature, peut-être pour rentrer en Grande-Bretagne, ou truc comme ça. Sauf que, évidemment, pour rentrer en Grande-Bretagne, puisque les frontières ont été fermées, on est en train de négocier actuellement pour permettre justement de débloquer un peu la situation concernant les routiers, évidemment, puisque je crois, alors le chiffre me paraissait énorme, mais apparemment ça se confirme, il y a 4000 routiers qui sont bloqués à Douvres, en Grande-Bretagne. Enfin voilà, c'est des fêtes de fin d'année avec ces vaccinations qui sont... ouais, c'est buesque, quoi. C'est pas croyable de voir une situation pareille. Donc, encore une fois de plus, il faut faire très attention à ce que certaines personnes ou certains médias ou certains sites internet
cite justement sur des gens qui ont des séquelles, qui ont des conséquences, etc. Parce que pour l'instant, on n'a pas une période suffisante pour établir un pourcentage. Pour vous dire, c'est que oui, on va focaliser les gens sur une complication, comme par exemple, on a eu cette vidéo de cette infirmière qui a fait un malaise en direct après s'être fait vacciner dans une petite ville du Tennessee. Oui, c'est Tennessee. Oui, c'est Tennessee. Enfin, je ne me souviens plus du nom de la ville, c'est un truc un peu à l'île aux enfants et Casimir. Elle va bien, elle s'est remise sans problème, elle a eu le soutien de toutes ses collègues, etc. Mais voilà, c'est un cas. Un cas sur 1000, 2000 personnes qui ont été vaccinées. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur des pourcentages, pour l'instant, très faibles. Bon, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, là, pour l'instant, on est à peine à une semaine, un peu plus d'une semaine de campagne de vaccination. On a déjà un taux de 2,5% de gènes que provoque le vaccin. Ça peut paraître faible, mais c'est quand même pas négligeable. Mais voilà, après, ça va évoluer. Ça va évoluer pourquoi? Parce que le problème, quand on vous dit qu'il y a 2,5% de gens qui ont une gêne aujourd'hui par rapport à des effets secondaires, les campagnes de vaccination, elles se font aussi dans des régions, dans des lieux géographiques où parfois vous avez des populations qui sont plus malades que d'autres. Il est évident que si par exemple en France, vous faites des vaccins sur une Île-de-France, eh ben, vous n'aurez pas les mêmes taux, vous n'aurez pas les mêmes conséquences, vous n'aurez pas les mêmes effets secondaires que si vous vaccinez plusieurs villages dans le Cantal ou en Auvergne ou dans des coins reculés de la France profonde. Pourquoi? Parce que les styles de vie sont différents, les expositions nocives sont différentes. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les campagnes ont parfois des régimes de vie plus saines. En revanche, ils sont moins exposés à des virus et des bactéries, donc leur immunité peut être un peu plus faible, mais tout dépend aussi de leur style de vie. Alors que dans les villes, vous allez avoir des gens, par leur métier, qui vont avoir développé des immunités beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides, en plus avec, évidemment, une nourriture équilibrée, ou faisant attention, ou ne faisant pas d'excès, etc. Tout comme vous allez avoir dans les villes, au-delà de ce que vous pouvez trouver dans la France profonde, des individus qui vivent dans l'excès. Qui vivent dans l'excès, donc qui mangent trop de malbouffe, qui boivent trop d'alcool, qui fument de trop, qui fument de la drogue, et qui finalement vont avoir développé avec le temps des pathologies dont ils n'ont pas conscience. Parce que c'est ça aussi le gros problème. C'est que même si certains services vont faire les choses sérieusement, c'est-à-dire se prémunir en cas de pépin immédiat après la vaccination, eh bien on a vu en Grande-Bretagne, on a vu des vaccine drive, c'est-à-dire des gens qui viennent en voiture et se faire vacciner. Et là, top, 2-3 questions, est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que vous avez de la toux, etc. Et hop, ils vaccinent les personnes. Et les personnes s'en vont, repartent en bagnole, etc. C'est-à-dire que vous imaginez, le conducteur vient de se faire vacciner, 5, 6 minutes ou 7 minutes après, comme ce qui s'est passé avec cette infirmière, tout d'un coup, il a un malaise en train de conduire. Non mais je vous ai mis la vidéo dans un des zappings. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, vous dites non, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que là, on fait de la campagne de vaccination massive, mais alors au détriment de toutes les règles sanitaires de précaution. J'ai presque envie de dire que ces pauvres gens-là, dans ces vaccine drive, ils sont envoyés à l'abattoir. Clairement. Donc, si vous vous faites vacciner, faites-le dans des endroits avec les services, avec les outils. Même si vous allez vous faire vacciner chez votre médecin, assurez-vous que votre médecin il a bien l'équipement avec une seringue d'épinéphrine au cas de pépin, quoi. Pas vous laisser, ça c'est très important. Allez vous faire vacciner dans des centres hospitaliers, dans des cliniques ou dans des cabinets médicaux qui ont les équipements en cas de problème. Ne vous faites pas comme ça vacciner chez un pharmacien, par exemple. Le pharmacien, peut-être que lui, il va avoir un équipement avec des seringues épinéphrine en cas de problème, mais
évitez, évitez. Allez chez votre médecin traitant, assurez-vous, parce que au moins votre médecin traitant, lui vous connaît. C'est pas qu'ici, comme aux États-Unis, où malheureusement même un médecin traitant ne vous connaît pas en réalité. Il vous connaît que par le dossier qu'il a entre ses mains sur vous. Mais en réalité, moi j'ai des fois, je vois des médecins, ils ne se rendent même pas compte que je ne suis pas américain, que je suis français. Donc du coup, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai certaines particularités pathologiques qui a à mon bénéfice, mais qui n'est pas à son bénéfice lui, parce que lui, pour lui, évidemment, je ne rentre pas dans les cases. Oui, donc mon Dieu, c'est... Donc en France, profitez encore du fait que vous ayez des médecins traitants qui vous connaissent, ce qu'on appelle les médecins de famille, si vous en avez qui vous connaissent bien, etc., eh bien, faites-vous vacciner par ces gens-là. Quitte même, s'ils vous disent non, je préfère pas vous vacciner vous parce que vous avez, donc, au moins, voilà. Mais n'allez pas vous faire vacciner dans des centres comme ça au hasard. Évitez. Préférez d'attendre, préférez de faire attention, de rester confiné avec le masque, etc. Moi, c'est ce que je préconise. Attendez. Alors apparemment en France, peut-être que la majorité des gens ne pourront pas se faire vacciner avant le printemps, voire peut-être avril-mai. Apparemment j'ai vu juin aussi, ce qui n'est pas plus mal parce que justement ça renforce l'idée que les gens qui sont en train de se faire vacciner finalement vont être des cobayes. D'ailleurs, même ce qui est assez amusant, qui est assez cocasse, c'est que même la ministre de la Santé suisse a refusé d'effectuer les vaccinations en Suisse dans l'immédiat, parce que tout compte fait, elle va attendre. Elle va attendre de voir ce qui va se passer avec les campagnes vaccinales, qu'elles soient britanniques, américaines, françaises ou allemandes. Hein, donc c'est déjà... voilà, en réalité, on est dans un flou, finalement. C'est-à-dire que l'argument de l'urgence à cause de la pandémie et de toutes les conséquences qu'elle amène sur le plan social, économique, etc., eh bien, est-ce qu'on peut légitimement attendre ? Est-ce qu'on peut légitimement de repasser encore une année à reconfiner les gens, à continuer à fermer des pans économiques entiers, je pense au cinéma, au théâtre, etc., qui à mon avis ne vont pas se relever très clairement déjà de cette année 2020. Tout ce qui est bar, restaurant, etc. Les restaurants d'ailleurs, les petits restaurateurs aujourd'hui, je rappelle, j'ai vu encore une information très incomplète concernant les aides. Vous avez un restaurateur, je crois qu'il s'est amusé à dire sur BFM que lui ça allait, que l'État portait des aides, etc. Que c'était, alors je ne sais plus, 10%, ou je ne sais plus quel pourcentage. Mince, j'ai oublié le pourcentage. Enfin, c'est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 pour aider les restaurateurs et les bars. Sauf que ce monsieur... alors, j'ai vu les commentaires après derrière, je me suis dit, merde, putain, mais personne n'a percuté. Personne n'a percuté qu'en réalité, les aides, elles sont plafonnées. C'est-à-dire qu'elles sont plafonnées, alors je crois me rappeler, à 100 000 euros. Bon, vous imaginez qu'un restaurant qui fait plus de 100 000 euros, qui a peut-être fait, je sais pas, 200 000 ou 300 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, si on lui donne 10% de 100 000 euros, vous comprenez qu'il ne va pas du tout rentrer dans ses frais. Hein, je dis 10%, mais je trouve 10%, c'est un petit peu, c'est peu, 25%, je crois, ou je ne sais plus, 46%. Enfin, si vous retrouvez le chiffre, si je le retrouve, je vous le mettrai là, mais c'est clair que c'est une arnaque. C'est une arnaque, vous savez, c'est un petit peu comme toujours d'habitude, le problème, c'est qu'on vous dit une part des choses pour un bénéfice, bénéfice d'acquiescer, d'être d'accord, tout en oubliant de dire certains détails qui changent de tout au tout la perception de l'information. C'est exactement le même principe que les contrats. Les contrats, vous lisez les grandes lignes, sauf que vous ne lisez pas les petites lignes. Or, dans les petites lignes, vous avez de multiples conditions qui abrogent le bénéfice que vous avez en grande ligne. Hein, c'est exactement pareil aujourd'hui dans les médias et le discours politique. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils ne donnent que les informations qui servent leur intérêt de vous faire croire ou de vous faire interpréter, parce qu'ils disent des informations, mais c'est vous qui interprétez.
apporter en fait le côté bénéfique de la situation, au détriment d'autres éléments non négligeables à comprendre que finalement c'est une arnaque. Hein, c'est-à-dire que c'est l'art de dire blanc alors qu'en réalité c'est noir. Et bien aujourd'hui, vous avez des tas de restaurateurs, des tas de bars qui sont en train de se rendre compte qu'en effet, ils reçoivent des aides, mais les aides sont très nettement et très clairement insuffisantes pour leur permettre de ne serait-ce que payer leurs charges mensuelles. Donc il y en a, ils sont déjà morts. C'est fini. Donc ça, c'était la petite aparté des conséquences concernant le Covid. Mais l'année 2021, attendez-vous à ce que ça soit la continuité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans la perspective de ne pas savoir, finalement, si ces vaccins vont être utiles ou pas. Est-ce qu'ils vont fonctionner? Sur quelle pathologie ils vont fonctionner? Quelle est la proportion de gens qui vont être protégés, c'est-à-dire qui pourront attraper le Covid, mais le Covid sera neutralisé, c'est-à-dire qu'ils ne tomberont pas malades. Parce que je rappelle, hein, le but du vaccin, c'est ça, c'est d'éviter que vous tombiez malade si vous chopez le Covid. C'est comme tous ces arguments débiles de gens, ouais, mais ceux qui ne se font pas vacciner, il faudra les mettre de côté, etc. Il faudra leur éviter d'accéder à des... faudra protéger... mais c'est débile, puisque si les gens qui sont vaccinés, si vous êtes si confiants vers les vaccins, ben finalement les gens qui sont vaccinés ne craignent rien. Après, si les gens qui ne se font pas vacciner et attrapent le Covid et tombent malades, là, c'est leur responsabilité. Alors après, on va dire, oui, mais alors justement, si une personne non vaccinée tombe malade et contamine une autre personne non vaccinée, c'est la responsabilité. Mais oui, mais ça fait partie du jeu. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, ben dans ce cas-là, vous acceptez de respecter les gestes barrières, le masque, la distanciation, laver les mimines, etc. C'est ça sur quoi il faut absolument jouer, mais pas interdire les gens, parce que le fait de vouloir interdire les gens d'aller dans des endroits publics, bah, c'est tout simplement accepter de faire fonctionner la société à deux vitesses. Or là, on est complètement à côté de la Constitution. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que la fameuse loi de Castex, qui finalement a été suspendue, mais sera représentée au mois de janvier, donne le pouvoir au Premier ministre de légiférer sur la mise à l'écart de certains individus non vaccinés, pour la raison sanitaire, pour la raison de la sécurité du peuple contre la Covid et contre les gens qui ne se font pas vacciner, des gens irresponsables, voyons. C'est irresponsable de ne pas se faire vacciner. Alors, en effet, quand ils disent on n'obligera pas les gens à vacciner, mais comme je l'avais expliqué dans une vidéo, vous savez, vous pouvez très bien ne pas pondre des lois pour obliger les gens de faire ou d'être quelque chose, mais vous pouvez faire jouer des acteurs économiques, des acteurs sociaux, pour pousser les gens à accepter de se soumettre. Hein, on est bien d'accord sur le principe. Vous n'avez pas besoin de pondre une loi qui interdit. Vous pouvez mettre en place une stratégie sociale, économique, pour pousser les gens à se soumettre. Il n'y a pas d'obligation, mais hein, vous savez, je pense que certains d'entre vous aimeraient bien pouvoir opter, décider, penser ce qu'ils veulent dans n'importe quel endroit, mais qu'ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils sont entourés de gens dont ils n'ont pas confiance, parce qu'ils sont entourés de gens dont ils savent, il y en a certains d'entre eux qui sont des vraies pourritures et qui sont capables d'aller répéter ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé à d'autres tierces personnes, voire même interpréter vos propos ou déformer vos propos pour vous porter préjudice contre vous. Donc à partir du moment où vous avez ce sentiment, vous avez cette crainte, eh ben c'est exactement la même chose aujourd'hui dans la gestion du Covid, dans la gestion sanitaire. La preuve en est, c'est qu'on a déjà des affaires où vous avez des gens qui font de la délation du voisin parce qu'ils sont 7 dans la maison alors que c'est 6. Non mais... Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous avez des polices qui se déplacent, mais ils ne se déplacent pas genre à 2, 3, 4. Non, ils se déplacent à 12. Ce qui est la démonstration que les policiers eux-mêmes commencent à avoir les pétoches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les policiers, comme les gendarmes, sont conscients qu'il y a une telle tension, il y a une telle pression dans la société, qu'ils ont peur de tomber dans les pièges.
C'est-à-dire qu'un jour, ils interviennent dans une soi-disant parce que le voisin a téléappelé en disant ouais, les voisins d'à côté font trop de bruit, apparemment ils sont plus de 6, etc. Donc ils disent on se protège quand même. C'est-à-dire on déboule, mais pas qu'à 4. On déboule à 10, à 12, à 15, à 20. Donc forcément, l'aspect massif de l'autorité qui arrive chez vous, alors que finalement vous êtes en famille, vous êtes 6, vous respectez les gestes barrières, etc. Déjà, il va y avoir un effet d'impressionner, donc des flics vont essayer de rentrer chez vous pour contrôler, alors que logiquement, ils n'ont pas le droit. Eh oui, les policiers, tant qu'il n'y a pas faute, ou tant que les policiers ne constatent pas un délit, et le délit de refuser à un flic de rentrer chez vous n'est pas un délit. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et ça donne certainement des scènes incroyables. Donc il suffit que parmi les 6 personnes, vous ayez des personnes qui en ont déjà gros sur la patate, que vous ayez peut-être des sympathisants gilets jaunes qui détestent les flics parce qu'ils trouvent que les flics sont violents, etc. Et ben voilà, vous avez une situation qui est explosive. C'est-à-dire que là, vous dégoupillez une grenade. Et là, dans l'eau, il suffit qu'il y ait une personne qui hausse le ton, etc. Et puis voilà, ça part dans un dérapage absolu. Donc voilà, c'est malheureux, mais on est quand même dans une époque extrêmement, et je pense que de nos propres vies, pour ceux qui sont peut-être, qui ont 30, 40, 50, même 60 ans, même mes 68, c'était pas à ce niveau-là. À ce niveau de tension, de répression, voire un gouvernement vouloir essayer de glisser des lois, mais qui sont des lois clairement liberticides, sous le prétexte de la Covid. Bon, alors en plus, avec les vaccins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et plus particulièrement vous qui êtes en France avec l'Union européenne, l'Union européenne aujourd'hui, c'est une saloperie. Déjà même, ne serait-ce qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a 50 États souverains. Donc chaque État a le droit de faire ce qu'il veut. Donc l'État fédéral ne peut pas imposer aux 50 États, donc aux 50, c'est-à-dire aux 328 millions d'Américains de se vacciner. Ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. S'il y en a un seul qui fait ça, c'est mort. Alors là, il a tous les... Il a 1000 avocats qui lui tombent sur le dos pour tentative d'enfreindre la Constitution, la liberté, etc. Donc le pouvoir juridique, alors on peut débattre du système judiciaire américain qui est un petit peu un jeu, mais au moins là, dans cette situation-là, aujourd'hui, les laboratoires aux États-Unis prennent un risque. Parce que si jamais un État se rend compte qu'ils ont trop de gens vaccinés qui tombent malades, qui ont des problèmes, voire même des séquelles permanentes, etc., les États vont porter plainte contre les labos. Donc vous comprenez bien que les labos aux États-Unis, ils ont tout intérêt à suivre les protocoles, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation à la fois de la FDA et d'avoir le CDC derrière qui appuie la vaccination, qui autorise la vaccination. Donc dans ce cas-là, le tort est partagé. Parce que là, ça voudrait dire que si jamais un vaccin, finalement, est nocif, finalement, les autorités judiciaires pourront se retourner à la fois contre le laboratoire, mais aussi contre l'administration. Et par conséquent, les administrations américaines sont relativement prudentes, même si, comme tout le monde, elles sont parfois vérolées, sujets à du lobbying, et parfois cèdent un petit peu à la facilité. Mais quand il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui laissent une suspicion, là, en règle générale, on a fâcheuse tendance à être un petit peu plus prudent. C'est-à-dire que là, il y a des gens quand même dans les institutions qui ne prennent pas le risque d'assumer une telle responsabilité. Preuve en est, c'est que si en Europe, le remdesivir, on est en train d'essayer de faire oublier un petit peu à tout le monde l'affaire du remdesivir, il faut savoir que l'affaire du remdesivir, elle est close. Pourquoi ? Parce que la FDA et le CDC américain ont décrété que finalement le remdesivir ne servait à rien. C'est-à-dire que son potentiel pour guérir ou soigner de la Covid-19 est
nul, c'est-à-dire même avec un niveau de dangerosité, c'est-à-dire que ce produit était trop dangereux. Donc à partir du moment où officiellement un organisme américain a décrété ça, eh ben en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien. Est-ce que vous avez lu un rapport du service de santé français en disant bah non, finalement le remdesivir suite non? Est-ce que vous avez vu un communiqué de l'Union européenne ou des services de santé européens dire bah finalement le remdesivir on va éviter? Non. Est-ce que vous avez vu un responsable politique venir à la télévision en disant bah voyez, excusez-nous, là on a mis beaucoup d'espoir sur ce produit-là, mais finalement là, notre responsabilité politique est de suivre les recommandations de scientifiques, de ne pas utiliser ce produit que pourtant l'Union européenne a acheté à coups de milliards, à combien, je ne sais plus combien de doses, etc. Ben non. Ce qui d'ailleurs est assez anecdotique, et je vous ai mis la vidéo dans mon dernier zapping, c'est vous avez quand même une femme politique, hein, Ségolène Royal, qui à la télévision a soulevé le scandale. Hein, le scandale du remdesivir. Pour elle, c'est un scandale. C'est comment les services, les administrations européennes ont-elles pu s'engager à acheter autant de doses, autant d'unités de ce produit, avant même de savoir que finalement ce produit était inefficace. Il y a déjà eu un problème avec la Commission européenne, et notamment le scandale de la vente du médicament sans efficacité, le remdesivir, vendu à prix d'or par le laboratoire américain Gilead, que pourtant l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré comme un médicament inutile. Donc, et là-dessus, personne ne s'est expliqué. La commissaire européenne à la santé n'a pas été convoquée devant les commissions parlementaires. Donc, il est très important, là aussi, que les institutions démocratiques fonctionnent, que les commissions parlementaires fonctionnent, dans les parlements nationaux. Vous demandez une commission d'enquête sur ce sujet? Mais bien sûr. Là, il y a un problème de lobbying. Ce qui est d'autant plus hypocrite de sa part, c'est que, je veux dire, sa carrière politique, elle date pas d'hier. C'est quand même une femme qui a été ministre, qui a été députée. Donc elle a œuvré dans les sphères politiques, elle a évolué dans les sphères de pouvoir. Donc vous n'allez pas me faire croire que les Ségolène Royal n'est pas au courant des systèmes de lobbying au niveau de l'Union européenne. Doit-on lui rappeler à Mme Ségolène Royal qu'il y a entre 24 et 28 sièges au Parlement européen qui sont réservés à des conseillers et que quasiment tous ces sièges sont occupés par des lobbies, c'est-à-dire des gens qui conseillent les députés européens sur des sujets techniques, mais qui en règle générale sont des gens qui travaillent pour des grosses entreprises, pour des multinationales et qui défendent les intérêts des multinationales, alors direct ou indirect. Vous allez me faire croire qu'elle ne le sait pas, ça? Elle avait l'air surpris, pourquoi le remdesivir a-t-il été autant acheté par le... Mais tu le sais très bien, ma petite Ségolène. Sauf que là, ma petite Ségolène, elle est en train d'essayer de commencer à préparer le terrain pour présenter sa candidature pour 2022. Donc évidemment, là, elle va dans le sens du vent de ce que les populations françaises entendent. C'est-à-dire que là, elle joue la complaisance. Elle est parfaitement dans un rôle de séduction de la population pour, à terme, dire voilà, moi j'ai dénoncé ci, j'ai dénoncé ça, comme vous en avez eu la crainte, comme vous en avez eu les peurs, comme vous en avez eu le constat, et comme vous en avez aussi exprimé vos mécontentements, vos colères, vos questions. Et je me présente à l'élection présidentielle de 2022. Alors qu'elle est d'une parfaite hypocrisie. Je veux dire, c'est pas comme un jeune loup en politique qui a déjà peut-être 1 an ou 2 ans d'expérience politique et qui arrive en plateau et qui dit ça. Bon, à la rigueur, on peut en effet lui donner le bénéfice du doute, d'être un petit peu nanti, d'être un petit peu innocent sur la chose. Ben, vous n'allez pas me faire croire que Ségolène Royal n'est pas au courant de comment fonctionne le système des lobbying au niveau de l'échelle européenne, même au niveau de l'État français. Car le système de santé français, plus particulièrement le système de santé français. Donc voilà, c'était la petite parenthèse concernant l'intervention de Ségolène Royal. Donc voilà, je dirais simplement, c'est que il ne faut pas être anti-vaccin. Je rappelle, le principe du vaccin, c'est un système antigénique. Donc ça veut dire que ça ne guérit pas, ça ne tue pas, ça vous protège. Ça vous protège comment? Ça vous protège en émettant, en apportant des éléments
à votre système immunitaire, de telle manière à ce que votre système immunitaire s'adapte et soit beaucoup plus résistant et soit à même et capable de lutter contre le virus lorsque vous êtes contaminé. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des gens qui sont atteints de Covid, mais qui n'ont absolument aucun symptôme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une immunité qui a réussi à contrôler le virus. Le vaccin, le vaccin c'est ça. Que ce soit le vaccin de la grippe, etc. C'est le principe. Alors il y en a qui vont dire, ouais non, c'est plus compliqué que ça. On n'est pas médecin, on ne va pas commencer à se lancer dans une diatribe technique, scientifique, etc. À ceci près, comme je vous l'ai dit, c'est que ce vaccin est une première. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer ce vaccin Covid avec les vaccins de la grippe, de la polio, etc. parce que c'est un vaccin ARN. Donc là, vous avez un petit plus, mais un petit plus pour lequel on n'a pas de recul. Alors certains disent, si, on a un recul, puisqu'on a déjà expérimenté. Oui, vous avez expérimenté, mais vous avez expérimenté sur des maladies graves, des maladies précises. C'est-à-dire que vous avez des engagements et vous avez des acceptations de gens, comme souvent parfois ça arrive par rapport à des gens qui ont des maladies très très graves, etc. et qui, pour essayer de se donner des espérances de vie, acceptent de faire partie de projets, d'essais, de nouveaux médicaments, etc. Donc, et dans ce cadre-là, les traitements avec ARN ont été testés. Mais là, on parle de vaccins de masse. C'est-à-dire que là, ce n'est pas 100 cas ou 200 cas qui sont traités avec un traitement ARN, c'est des millions de gens qui vont être vaccinés. D'accord? Alors, évidemment, on ne va pas ainsi dans les détails. C'est-à-dire que les traitements ARN sur les centaines de cas pathologiques particuliers, sévères, etc., on n'a pas les études. On ne sait pas est-ce que ça a marché, pas marché, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires, pas secondaires, est-ce qu'il y a eu des effets permanents, pas permanents, etc. On n'en sait rien. Généralement, ils ne développent pas sur un plateau de télé. Ils s'amusent juste de dire ne critiquez pas le vaccin ARN, parce que le ARN, on sait ce que c'est. On a déjà des expériences, on a déjà des traitements. Oui, tu as des traitements, mais si les traitements fonctionnaient, on aurait développé ces traitements de façon généralisée. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'actuellement, on est dans des phases d'étude de ces traitements. Donc, le vaccin, si vous voulez, ce vaccin ARN, en fait, va bénéficier d'un bypass du protocole normal à cause de la pandémie. Mais du coup, au lieu de faire le traitement normal, c'est-à-dire le protocole sur 2-3 ans, avec multiples essais, contrôle, contre-contrôle, revérification, etc., on va le faire de façon en temps réel. Voilà, tout simplement. Ça, vous êtes des cobayes. Voilà. Alors, ceux qui se font vacciner maintenant, si vous faites vacciner dans 4 ou 3 mois ou dans 6 mois, là, on aura déjà un peu plus de recul. On saura si tel ou tel vaccin, c'est bon, ça fonctionne. Sur une majorité de gens, il y aura des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes avec les vaccins. Les vaccins, il y a toujours des effets secondaires. La preuve, c'est que peut-être que vous ne faites plus vacciner, par exemple, de la grippe, parce qu'à chaque fois, vous chopez la grippe. C'est-à-dire que vous avez un effet qui est indésirable. Alors qu'il y a des gens qui sont vaccinés, il n'y a absolument rien. Comme aussi, inversement, des gens qui ont des immunités suffisamment fortes, comme je l'ai déjà expliqué en ce qui me concerne, je ne me suis jamais fait vacciner pendant presque 20 ans, j'ai jamais été malade. J'ai jamais été malade. Pourquoi? Parce que ma pathologie est particulière, parce que ma pathologie est celle de tous les gens qui ont des métiers avec contact avec public. Donc, à partir du moment où vous avez un contact avec le public, inconsciemment, vous prenez énormément de bactéries, énormément de virus, etc. Donc, ça renforce votre immunité. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des fois, quand il y a certaines périodes où vous êtes fatigué, etc., là, vous pouvez tomber malade. Parce que votre fatigue, évidemment, votre système immunitaire, lui aussi, y suit. Et ça rejoint un petit peu ce que disait d'ailleurs un certain nombre de scientifiques, ce qui n'est pas totalement faux, ce qui d'ailleurs est assez logique, c'est qu'à force de confiner, à force d'interdire, à force de mettre la pression, etc., on affaiblit psychologiquement les gens. Et les gens affaiblis psychologiquement, leur défense immunitaire aussi est affaiblie. Et c'est là qu'ils tombent malades. Covid ou pas Covid. Puisque, je le répète, même les chiffres, de toute façon, il y a 2-3 jours, ils ont annoncé un chiffre de je ne sais plus combien, 27 000 cas, alors sur BFM, 27 000 cas en plus aujourd'hui,
LCI, 27 000 cas aujourd'hui. France Télévisions, 27 000 cas aujourd'hui. Sauf que les 27 000 cas, ils oublient de préciser que sur les 27 000 cas, il y avait quelques milliers de cas en fait qui étaient une rectification de la veille. C'est-à-dire qu'en fait, les 1000 cas qu'ils avaient oubliés de la veille, ils en rajoutaient le lendemain. Comment voulez-vous avoir confiance en chiffres? On a des expériences aujourd'hui, on a des témoignages que les chiffres sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire peu fiables. Ils peuvent donner en effet une idée, mais ils ne portent pas de garantie. On parle d'hospitalisation, on a des services d'hospitalisation apparemment, ou comment on appelle ça, des services d'urgence, de réanimation, on va chercher le mot. On nous a dit, ouais, les services de réanimation sont saturés. Et il y a des gens qui ont rendu compte que, ben non, regardez, il y a quoi? Il y a 2 patients pour 10 lits. Donc c'est pas saturé. Mais on oublie de préciser que, en fait, ce sont des hôpitaux certifiés Covid. C'est-à-dire tous les hôpitaux n'accueillent pas du Covid. Il n'y a que quelques hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a centralisé les personnes atteintes de Covid dans certains hôpitaux. Donc évidemment, au lieu de dispatcher les personnes atteintes de Covid pour les soigner dans des services, dans des meilleures conditions, eh bien non, on a concentré tout le monde dans les mêmes hôpitaux. Donc forcément que les lits sont saturés. Pourquoi on n'a pas fait appel aux cliniques privées? Allez chercher pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut payer la facture à la fin. Donc, et d'autres phénomènes, d'autres épiphénomènes qui font qu'aujourd'hui, bah évidemment, j'espère que pour vous, comme pour moi, j'ai pas confiance. La confiance, elle est rompue. Mais ça, évidemment, l'État, les services de santé, certains experts pro-vaccins ne veulent pas le comprendre. Pour eux, ce sont des éminents. Pour eux, ce sont les savoirs. Pour eux, ils sont l'émanence grise, expérimentée. Donc, quand ils disent des choses, c'est la vérité. Donc, il faut les suivre. Et non, Coco. Vous voulez qu'on vous rappelle le nombre de laboratoires aujourd'hui qui sont sur les rangs pour les vaccins, qui ont été déjà condamnés pour des fraudes, pour des problèmes de médicaments, sur lesquels ils n'ont pas donné toutes les informations, sur lesquels ils n'ont pas donné toutes les recommandations, sur lesquels ils ont bâclé parfois leurs études. Vous voulez qu'on vous rappelle où sont parfois effectués les tests de certains médicaments, c'est-à-dire dans des pays qui n'ont pas franchement la garantie de faire les choses correctement. Vous voulez qu'on vous rappelle qu'en Pologne, vous avez, ou des fois en Roumanie, des sans-abri qui ont été testés, qui ont servi de cobayes dans des tests cliniques sans en avoir été avertis. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a encore une chance, qu'il y a eu certains procès qui ont quand même été faits, qui ont été, je dirais, qui ont eu un impact quand même historiquement parlant sur la relation entre les laboratoires pharmaceutiques privés, la santé publique et privée. Il y a encore des portes qui sont ouvertes pour éventuellement taper sur les labos qui n'ont pas fait les choses correctement. Même si malheureusement c'est des procès qui durent longtemps, et que comme en France, comme le coup de l'amiante par exemple, c'est-à-dire qu'on laisse traîner le système judiciaire pendant des années et des années, puis au final il y a quasiment plus de victimes, ou il y a très très peu de victimes qui vont être indemnisées. C'est-à-dire au début de la procédure, si vous aviez 10 000 ou 20 000 personnes qui portaient plainte, vous faites traîner l'affaire pendant 15 ou 20 ans, au bout de 20 ans, il n'y en a plus que quelques centaines. Donc quelques centaines indemnisés, c'est mieux que les 10 ou 20 000 de départ. Vous voyez, c'est cruel, mais c'est une réalité. Hein, toutes les grandes affaires, tous les grands scandales sanitaires, en règle générale, tout est fait pour essayer de faire traîner les choses. Alors il y a des fois des juges qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas influencer et qui expédient les choses de façon claire et nette. Comme très souvent, ce qui arrive aussi, c'est que pour éviter justement la mauvaise pub de certains laboratoires vis-à-vis de leur clientèle, vis-à-vis d'ailleurs des patients, ils trouvent des terrains d'entente.
C'est-à-dire qu'ils sont prêts à allonger des millions et des millions d'euros, comme c'est le cas aux États-Unis. En règle générale, les scandales sanitaires se sont résolus souvent par négociation avec des dommages et intérêts négociés. Donc, mais là, on parle quand même de vaccins qui va être utilisé sur des milliards de personnes. Pensez bien qu'il a été judicieux pour les laboratoires privés de se couvrir vis-à-vis de l'Union européenne et que c'est l'Union européenne qui va couvrir les dégâts. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les labos, si jamais il y a un gros pépin, s'il y a un gros scandale sanitaire, les labos vont passer devant le tribunal. C'est clair. De toute façon, même les politiciens américains, eux, c'est leurs électorats qui comptent. C'est pas leurs intérêts qu'ils ont avec certains labos. Même si aujourd'hui on sait pertinemment que les multinationales, les grands groupes industriels et financiers ont leurs influences. Mais en général, quand aux États-Unis ça part en couille, en général ils négocient. Ils négocient des sommes, ils négocient des amendes, etc. Parce que justement, il y a un système fédéral un peu particulier qui fait qu'il y a certains États, surtout aussi l'aspect politique, si vous avez des labos qui misent plus sur des progressistes et qui un jour ont un procès au cul à cause des républicains, il est évident que la relation n'est pas la même. Le deux poids deux mesures, là, entre en ligne de compte pour essayer de négocier les choses. Donc, voilà en ce qui concerne le vaccin. Je rappelle, faites attention, ne prenez pas comme argent comptant la proportion de problèmes qui vont être relatés dans les médias, sur Internet, etc. Essayez de le ramener par rapport au nombre de vaccinés. Si vous avez 2 personnes qui meurent sur 30 ou 40 000 personnes vaccinées, le chiffre est acceptable. C'est malheureux, mais ça fait partie, je le rappelle, de ce principe de bénéfice-risque. C'est-à-dire que si vous avez un bénéfice maximum pour un risque minimum, on peut considérer que c'est acceptable. C'est une loi fondamentale de la médecine. Tous les traitements, médicaments, vaccins que vous voulez ont ce facteur. Bénéfice, risque. Même l'hydroxychloroquine. C'est pour ça d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a certains qui disent oui, mais l'hydroxychloroquine, c'est dangereux, il y a des gens qui en sont morts, etc. Évidemment, ils ne vont pas dire que les gens qui sont morts de l'hydroxychloroquine, c'est 0,00006% de l'ensemble des gens qui ont utilisé l'hydroxychloroquine pendant 70 ans. Là, on est dans un facteur bénéfice-risque. C'est-à-dire que le bénéfice, il est là-haut, le risque, il est tout en bas. Vous voyez, mais ça, évidemment, ils ne le disent pas, ils ne l'expliquent pas à la télévision. Eux, ce qu'ils veulent que les gens comprennent, c'est « Ah, l'hydroxychloroquine, c'est dangereux !» Il y a des gens qui meurent de l'hydroxychloroquine. Vous voyez, il y a aussi des gens qui meurent de la connerie. Et pour terminer avec la Covid, je vais vous donner justement les informations qui sont intéressantes, qui sont des informations récentes. Concernant donc la vaccination ARN, peut procéder à la vaccination. Les conditions immunodéprimantes, grossesse, lactation. Action, information complémentaire fournie, période d'observation de 15 minutes. C'est-à-dire que pour les personnes donc, qui ont des conditions immunodéprimantes, grossesse et lactation, ils doivent rester pendant 15 minutes pour voir justement s'il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les allergies, antécédents d'allergies alimentaires, d'animaux, de compagnie, d'insectes, de venins, d'environnement, de latex et autres allergies non liées au vaccin ou aux thérapies injectables. Antécédents d'allergie aux médicaments oraux, y compris l'équivalent oral d'un médicament injectable. Allergie non grave au vaccin ou à d'autres injectables, par exemple pas d'anaphylaxie, antécédents familiaux d'anaphylaxie, tout autre antécédent d'anaphylaxie qui n'est pas lié à un vaccin ou un traitement injectable. Et les actions, période d'observation de 30 minutes, donc ça c'est les recommandations du CDC américain, période d'observation de 30 minutes, personnes ayant des antécédents aux réactions allergiques graves, donc anaphylaxie essentiellement, et période d'observation de 15 minutes pour les personnes ayant une réaction allergique, mais pas d'anaphylaxie. C'est-à-dire que pour les personnes qui, lorsqu'elles se font vacciner, ont très rapidement une trace ou un gonflement, eh bien ces personnes doivent absolument rester pendant 15 minutes en observation. Donc voilà ce que le CDC américain aujourd'hui impose. Est-ce qu'ils le font en France? Pas sûr. Moi, ce que j'ai vu en Grande-Bretagne, là, ils ne le font pas. On est bien clair. Précaution à la vaccination. Les conditions. Maladie aiguë, modérée, sévère.
Donc là, ce que je viens de vous donner, c'est les personnes qui peuvent se faire vacciner, d'accord? Donc c'est-à-dire des personnes qui ont des allergies faibles et qui n'ont pas, qui sont pas sujets à des anaphylaxies. Là, par contre, précaution à prendre en considération, donc maladie aiguë modérée ou sévère, l'évaluation des risques, possibilité de report de la vaccination, période d'observation de 15 minutes, si acceptation de la vaccination. Les allergies, antécédents de réactions allergiques sévères, donc là c'est vraiment pour des gens qui ont vraiment des allergies très probantes, un vaccin à l'exclusion du vaccin ARN Covid-19. Antécédent d'une réaction allergique sévère, anaphylaxie et un traitement injectable. Action, l'évaluation des risques, possibilité de report de la vaccination, période d'observation de 30 minutes, si vacciné. Là encore, on est dans un protocole de sécurité, c'est-à-dire que les gens qui ont des allergies sévères pourront se faire vacciner s'ils le décident, mais avec derrière une mesure de précaution de 30 à 15 minutes d'observation. Et en revanche, contre-indication de vaccination, eh bien, pour l'instant, il n'y a aucune condition, il n'y a aucune action. En ce qui concerne les allergies, eh bien, c'est toutes les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques graves, donc avec possibilité d'anaphylaxie, à l'un des composants du vaccin ARN Covid-19. C'est-à-dire que, logiquement, je dis bien logiquement, si vous faites vacciner, la personne qui vous vaccine va et devra vous poser des questions sur est-ce que vous êtes allergique à ci, est-ce que vous êtes allergique à ça, sur les différents composants, et vous demander si vous avez une allergie sévère. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle une allergie sévère? C'est-à-dire que c'est une allergie où dès que vous êtes en contact, ou dès que vous avez ingéré quelque chose pour lequel vous êtes allergique, vous avez une réaction immédiate. Alors là, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien la vaccination est fortement déconseillée. Elle n'est pas interdite, mais elle est fortement déconseillée. Et en ce qui concerne tous les autres, c'est-à-dire des allergies faibles ou des allergies, on va dire, pour lesquelles vous n'avez pas jamais eu de graves réactions, tant physiques que morphologiques, et bien dans ce cas-là, vous avez le choix. Vous pouvez vous faire vacciner, mais comme le CDC, alors ça c'est pour les États-Unis, hein, alors en France je ne sais pas si c'est ce qui va être appliqué, aux États-Unis il y a une période d'incubation donc de l'injection du vaccin, c'est-à-dire une période de surveillance, c'est-à-dire de surveillance de 15 à 30 minutes. C'est-à-dire une fois que vous faites vacciner, vous restez 15 ou 30 minutes en observation, sous présence d'un médecin, etc., pour voir si tout se passe bien, si vous ne faites pas une réaction rapide. En général, si au-delà des 30 minutes, vous avez passé le cap, c'est-à-dire que si vous n'avez aucune réaction, eh bien dans ce cas-là, on peut dire que le vaccin n'aura pas de conséquences graves. Vous pourrez avoir, dans les heures qui suivent, voire pendant quelques jours, peut-être des réactions de petits gonflements de réactions cutanées, peut-être des mal de crâne, des petites sensations de fatigue, voire une petite poussée de fièvre, etc. Mais ça, c'est sur quelques jours. Si vous avez ces symptômes-là, eh bien, ils sont à surveiller. C'est-à-dire, surveillez l'évolution, prenez un Doliprane, prenez... alors attention, faites-vous dépister avant, c'est-à-dire savoir si vous êtes éventuellement positif au Covid. Mais enfin voilà, ça demande quand même une organisation pour savoir si finalement vous êtes un sujet sur lequel vous allez avoir un vaccin qui va peut-être fonctionner ou sur lequel vous n'aurez rien, ou peut-être quelques petites séquelles ou effets secondaires indésirables, mais à courte durée, ou voir, dans le cadre d'une observation, voir si vous avez la sensation d'avoir ces séquelles qui perdurent. À savoir aussi, très important, c'est aussi les hypocondriaques. Les hypocondriaques, c'est ces gens qui, psychologiquement, finissent par ressentir des effets, alors qu'en réalité, les effets ne sont pas ceux du vaccin, mais sont ceux de leurs problèmes. Hein, c'est ces gens qui trouvent le moyen de se trouver de se convaincre même psychologiquement qu'ils sont sujets à des effets secondaires, alors qu'en réalité, les effets secondaires n'ont absolument rien à voir avec le vaccin. Ça, malheureusement, là, on est plus dans le psychologique que dans la pathologie de santé classique. Donc voilà, c'était, je pense, des informations intéressantes à voir. Je rappelle, ça, c'est des trucs qui sont donnés par les CDC américains. En ce qui concerne l'Europe et la France, je ne sais absolument pas si les règles sont les mêmes. S'ils ont bien incrémenté l'idée que toute personne qui éventuellement soupçonne ou est
est au courant d'avoir des allergies. J'y soupçonne parce que malheureusement, vous avez des gens qui vont se faire vacciner qui sont absolument ignorants de leur état de santé. Qui ne savent pas qu'ils ont une allergie. Ou qui ne savent pas qu'ils ont peut-être un petit problème de santé, mais qui n'ont jamais été détectés parce qu'ils n'ont jamais su transcrire les symptômes, parce qu'ils n'ont pas été voir un médecin pour leur dire, voilà, assez souvent, régulièrement, je sens ceci, je sens cela, j'ai ceci, j'ai cela, bon, en général ça passe parce que je prends un aspirine, etc. Alors qu'en réalité, c'est peut-être le signe d'un problème de santé complètement ignoré, et que le jour où vous allez vous faire vacciner, et ben là, vous avez en effet peut-être un risque parce que vous avez peut-être quelque chose qui n'est pas recommandé par rapport au vaccin. Là encore, on est dans un processus où s'il y a un risque avec un vaccin, l'intérêt c'est de diagnostiquer avant. Diagnostiquer, tester et tester les personnes sur éventuellement ce qui peut être dangereux. Mais non, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance. On fait confiance à la sincérité et à la connaissance des gens sur eux-mêmes. Or, malheureusement, est-ce que vous-même, vous êtes sûr et certain que vous n'êtes pas allergique à quelque chose, voire une allergie sévère, voire peut-être vous faire vacciner, puis tout d'un coup tomber dans les vapes, passer à l'hosto, et à l'hosto, apprendre que vous êtes allergique à tel ou tel truc, ou que vous avez une maladie, ou peut-être quelque chose, peut-être grave, pas grave, mais qui a quand même eu son influence lorsque vous êtes fait vacciner. Allez savoir. Enfin, on en reparlera parce que pour l'instant, on est vraiment sur une situation où on n'a absolument pas de recul suffisant pour savoir si c'est bien, pas bien, moyennement bien, etc. Je pense que là, il faut attendre vraiment le mois de février-mars pour commencer à véritablement élaguer la situation et voir si finalement le bénéfice-risque de ce vaccin, de ces vaccins, finalement finissent par passer au-delà évidemment du sentiment de voir des gens qui ont des problèmes, etc. Mais encore une fois de plus, je rappelle, faire attention, surtout sur Internet, il y a des gens qui ont l'art et la manière de faire de la dramaturgie sur des cas, mais des cas infimes par rapport au nombre de gens vaccinés. Ce que je vous dis là, attention, c'est pas du pro-vaccin, hein, c'est simplement c'est de la mesure, c'est de la raison gardée. C'est savoir faire la part des choses par rapport au vaccin. Comme je vous l'ai dit, personnellement, moi je suis pas très vaccin, mais bon, il y a des moments où il faut bien le faire parce que ça fait partie de la vie collective, etc. À partir du moment où vous avez quand même confiance sur le produit, sur ses conséquences, etc. Mais là, ce qui n'est pas le cas, puisque, comme je vous l'ai dit, ce vaccin n'a pas suivi les protocoles normaux d'études, d'analyse et d'essais de n'importe quel type de traitement injecté, comme on le dit, en général. Et donc voilà, je pense que là-dessus, c'est plus avoir de la mesure de précaution. Et la mesure de précaution, c'est attendre de voir ce que ça donne. Et puis si ça passe bien, s'il n'y a pas de gros soucis, de façon objective, etc., là, pourquoi pas se faire vacciner, mais à mon avis, ne vous faites pas vacciner tout de suite, surtout pas dans ces conditions-là, qui à mon avis, surtout en Europe, là c'est de la précipitation, c'est un grand n'importe quoi, c'est-à-dire que là c'est un show médiatique à l'américaine, qui n'est pas du tout sérieux, et qui à mon sens n'est pas du tout éthique sur un point de vue de santé. Et enfin, je vais terminer avec la législation, assez rapidement. Vous avez entendu parler, évidemment, de la loi sécurité globale, mais je crois que le titre a été changé, et qui est en cours de suivi au niveau parlementaire. Je pense très sincèrement qu'il va y avoir, je rappelle, ce qui fait polémique, c'est le fameux texte 24, l'article 24 sur la surveillance par drone, etc. Mais ce qui a remplacé la polémique, c'est ce fameux texte de loi de M. Castex, et ce fameux article alinéa 6, qui, je dirais, est un article qui se justifie dans le cadre d'un pouvoir que l'on donne à un Premier ministre pour assurer la sécurité sanitaire à l'échelle nationale. Là où ça pose problème, c'est que malheureusement le texte est fait avec une référence à d'autres articles où finalement on peut y interpréter ce qu'on veut. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs certains articles de la loi sécurité globale, c'est-à-dire c'est l'exemple que je vous avais donné du terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme? Qualifier le terrorisme. Qui rentre dans la case de terrorisme?
eh ben on peut y mettre tout ce qu'on veut. Le terrorisme religieux, le terrorisme politique, le terrorisme dissident. Voilà, il est là le problème. C'est qu'à partir du moment où, si un nom bien précis n'a pas une définition bien précise, c'est-à-dire ce qui ça concerne, c'est exactement le même problème avec cette fameuse loi contre les séparatismes, où d'ailleurs je crois même encore le titre a aussi changé, c'est qu'est-ce qu'on rentre dans la catégorie du séparatisme. Certains disent apparemment que même le mot islamisme ou islamique est très peu utilisé pour définir justement le séparatisme. Puisqu'en effet c'est une loi, mais c'est une loi globale, dans laquelle on va se servir de cette loi pour attaquer l'islamisme radical. Le seul problème, c'est que le séparatisme, eh ben, ça a une large définition. C'est-à-dire que si demain vous avez des groupes de Français qui se mettent en dissidence politique, qui se mettent en opposition avec le gouvernement, avec l'autorité, parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui les institutions ne fonctionnent plus, qu'il faut réformer le système, voire même peut-être engager une révolution, eh bien ces gens-là seront considérés comme des séparatistes. Ces gens-là seront considérés comme des terroristes. Donc voilà, vous savez, c'est un petit peu comme cette arrestation qui a été faite sur des groupes d'ultra-gauche, où on a retrouvé presque une petite artillerie, comme par hasard. Voilà, donc est-ce que ces gens-là aujourd'hui, si c'est un mouvement politique, idéologique, contre l'État, contre la République, qui en plus de ça a des armes, ont été retrouvées, hein, est-ce que ces gens-là peuvent rentrer dans la case terroriste? Vu que c'est des gens d'ultra-gauche, non. On les fait disparaître. En revanche, si ces gens avaient été des gens d'extrême droite, là ouais, terrorisme. Donc voilà le problème de cet alinéa 6 de la loi de M. Castex, qu'il a essayé évidemment de glisser au catimini, mais heureusement, certains députés qui ont vu passer cette proposition de loi ont tout de suite rendu compte sur les réseaux sociaux. Et on entend évidemment cette bataille de dire oui, mais il nous faut quand même des outils législatifs qui en effet ne sont pas spécifiques, mais qui serviront, etc. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques. Comme ils ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez peut-être vous en servir en effet contre des gens qui ne se font pas vacciner, mais demain, la raison sanitaire fera que peut-être des gens qui traînent dans la rue, qui traînent avec des poux, avec des virus, etc., et bien, là, on les embarque, mesures sanitaires, sécurité, hop, et je t'envoie ça dans des camps. Qui empêcherait un gouvernement de le faire avec un texte pareil? Personne, puisque c'est la loi. Puisqu'il a été voté par le Parlement. Il a été adoubé par le Conseil constitutionnel. Ou pire. Bon. Même si, on le verra certainement avec la loi sécurité globale, je pense que le Conseil constitutionnel, si logiquement il fait son travail, ne retoquera ce texte. Et puis, il y a un autre texte, je crois, je crois que c'est le texte sur les séparatismes, etc., qui remet un peu approximativement le même texte qu'on avait sur la loi sécurité globale, sur la surveillance, sur les drones. Je tiendrai et je terminerai là-dessus, juste vous faire une petite anecdote. Aujourd'hui, on est en train de vous dire, attention, pour la liberté, la sécurité de mouvement, la liberté de mouvement, d'opinion, etc. des gens, ce texte-là, il est dangereux, blablabla et compagnie. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'il y a des manifestations, et plus particulièrement des manifestations que le gouvernement, l'usage de la sphère politique n'aime pas, et qu'on veut essayer de savoir qui fait partie de cette manifestation. Eh bien, sachez, et ça c'est ce que dit Langlois, et je ne me souviens plus de son nom dans l'interview, dont je vous avais mis le lien dans une autre vidéo de Thinkerview, ils expliquent que la France est l'un des pays les mieux notés en matière de collecte d'informations. Ces flics disent très ouvertement qu'une des raisons pour laquelle la France est souvent invitée dans des coalitions, c'est parce que la France est reconnue comme étant le pays qui possède les meilleures technologies, les meilleurs process pour collecter des informations. Et preuve en est,
c'est que dans les manifestations, genre Gilets jaunes, par exemple, eh bien, vous avez des policiers en civil qui circulent parmi les manifestants et qui ont dans leur sac un système de collecte d'informations. C'est-à-dire que ce système est un système tellement sophistiqué que si votre téléphone est allumé dans votre poche, vu que, évidemment, on le voit bien, hein, souvent des gens, ils sont tous en train de filmer, il y en a une flopée qui utilise leur téléphone pour filmer, photographier, donc leur téléphone est allumé, eh bien le flic, il suffit qu'il passe dans un rayon, alors je ne sais plus, de quelques dizaines de mètres, le système qu'ils ont dans leur sac se connecte à tous les téléphones et collecte toutes les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour cette raison qu'il y a cette polémique sur la loi des fichiers, hein, on voudrait légaliser les fichiers. Je rappelle, hein, je vous ai mis dans une vidéo 3 textes de loi qui ont été votés, qui ont été inscrits au journal officiel, la collecte d'informations et de données dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre la sécurité, enfin l'insécurité organisée, crime organisé, voire même légitimer finalement des fichiers qui pourraient ficher les gens pour leurs idées politiques. Hein. Ça y est, elles sont au journal officiel, hein, ces lois. Au niveau de l'existence de ces fichiers, eh bien toutes ces données, elles sont captées. Hein. Alors pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas gardées de façon permanente parce qu'elles n'ont aucun intérêt, mais ça permet d'identifier les personnes, qui elles sont, d'où elles viennent, où elles habitent. Parce que tout est capté de vos téléphones portables. Et vu qu'on a des gens aujourd'hui qui n'ont toujours pas compris qu'un téléphone portable, c'est une source d'informations de piratage inné, pourquoi s'emmerder à demander aux gens des informations puisqu'il suffit de pirater leur téléphone pour avoir toutes les informations qu'on veut, voire même avec les fichiers de réseaux sociaux qui sont inscrits, avec les applications, etc., entrecouper les relations avec telle ou telle personne, etc. Ils ont tout. Hein. C'est-à-dire que leur système est capable de collecter des gigas et des gigas, voire même des tétras données de façon... Donc voilà, donc, si vous allez dans des manifestations qui peuvent être des manifestations un petit peu polémiques, eh bien dites-vous bien que la chose que je vous conseille, c'est soit d'éteindre votre téléphone, et quitte même à le mettre dans une pochette isolante. Hein. Vous savez, ça se vend aujourd'hui, des pochettes isolantes, c'est-à-dire que ça permet d'isoler votre téléphone de toute fréquence. Hein, c'est comme les cartes bleues, si vous voulez, vous avez des petites pochettes magnétisées, vous mettez votre carte dedans et personne ne peut lire votre puce, même avec des systèmes à fréquence. Et ben vous prenez votre téléphone, vous le mettez dans ce genre de pochette, et vous fermez la pochette. Alors je ne serais pas vous conseiller d'utiliser de l'aluminium, par exemple, du papier aluminium, faire enrouler votre téléphone dans du papier aluminium. Ça, je ne suis pas certain que ça fonctionne, même si certains le font. Donc quand vous allez dans les manifestations, si vous voulez être sûr qu'on ne risque pas de vous collecter, vous pomper toutes vos données, votre téléphone, vous éteignez votre téléphone et vous le mettez dans un système, voilà, camouflé, etc. Voire même peut-être vous pouvez le laisser allumer, mais vous le mettez, mais ça n'a aucun intérêt, puisque si vous le mettez dans une pochette de protection de fréquence, votre téléphone ne capte plus, donc ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est le conseil que je vous donne. Si vous allez dans des réunions, des événements qui sont politiquement incorrects, je vous invite à ne pas utiliser votre téléphone, à l'éteindre et éventuellement le mettre dans une pochette adaptée. Ça évitera de vous faire pomper vos informations et d'être très rapidement fiché par les services de renseignement français. Hein, donc, puisque, je vous répète, ces fameuses 3 lois qui sont passées au journal officiel permettent l'échange entre les différents services des fichiers d'information. Donc voilà, concernant ces lois-là, on va voir ce qui va se passer, puisque là, la plupart sont un peu en suspens, etc. Donc ça va revenir, on va en suivre les choses un petit peu à la rentrée, et je vous tiendrai au courant un petit peu de ces lois, mais surtout faites très attention, parce que si des gouvernements en arrivent à vouloir essayer de faire passer ce type de lois, qui sont des lois très clairement pour asseoir une pression sur la population, et un contrôle sur la population, je ne saurais trop vous conseiller de suivre un petit peu la chose. Suivez évidemment les vidéos. Concernant mes vidéos, n'hésitez pas à partager.
N'hésitez pas à transmettre ces vidéos à des gens si vous pensez que c'est intéressant pour eux d'avoir un peu plus d'informations, voire de l'analyse un petit peu sur la réalité des faits. Vu qu'en règle générale, je mets toujours des liens sur les informations que je vous donne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, alors je ne me demande pas d'argent, rien, puisque de toute façon, je ne suis absolument pas monétisé. Et je ne veux pas l'être. Je veux être totalement libre de ce que je fais. Concernant les zappings, je vais essayer de continuer à faire les zappings, mais comme je vous l'ai dit, peut-être que je réfléchis actuellement à peut-être transférer les zappings sur Odyssey, parce que j'ai quand même quelques soucis de droit déclarés sur YouTube. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo qui a été supprimée, et j'ai quelques vidéos sur lesquelles il y a des restrictions. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce qu'ils me disent vous ne pourrez pas monétiser votre vidéo parce que vous avez... Mais je ne suis pas monétisé, puisque de toute façon, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez d'abonnés pour être monétisé, donc ce qui est ridicule. Enfin bon, bref, ça, on voit bien que c'est l'algorithme automatique qui fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous le voulez. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici la fin d'année. Je pense, peut-être, on verra. Et qu'on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, soyez vigilants et portez-vous bien.